Démarre. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marion Sabourdi pour la Casemate et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo dédiée à nos invités du mois de septembre. Ces derniers mois, la crise sanitaire et le confinement nous ont tous impactés, les acteurs culturels et les artistes en particulier, mais ils ont souvent déployé des trésors d'inventivité pour poursuivre leur travail. Voilà pourquoi nous avons souhaité braquer le projecteur sur l'un d'entre eux, Eiko Buchholz, acteur, auteur et fondateur du collectif Un euro ne fait pas le printemps. Ce collectif réalise une résidence artistique depuis septembre 2019 à l'Institut des géosciences de l'environnement. Cette résidence a été rendue possible grâce à la plateforme Ouranos Aura, une structure d'intermédiation entre sciences et société sur le climat régional et l'adaptation au changement climatique. Eiko est accompagnée par Céline Lutoff, maîtresse de conférences en sociogéographie, rattachée au laboratoire PACT de l'Université Grenoble-Alpes et co-directrice d'Ouranos Aura. Bonjour Eiko et Céline, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Bonjour et merci pour nous avoir proposé quand même aussi. Alors Eiko, Céline, mes premières questions, elles sont simples. Je voudrais savoir quelle est l'origine de cette résidence et en quoi consiste-t-elle? Alors, je peux commencer si vous voulez. Comme ça se produit souvent dans ce genre d'aventure, cette collaboration, elle est un peu née du hasard, le hasard d'une rencontre avec une des membres du collectif Un euro le fait pas printemps au cours d'un projet, dans une réunion de projet, et de fil en aiguille, voilà, on est arrivé comme ça à construire cette résidence. Ça date il y a 2 ans à peu près, et la résidence en elle-même, elle a débuté en septembre 2019, donc ça fait 1 an. Et l'objectif, en tout cas du côté des chercheurs, peut-être Eiko complétera du côté des artistes, mais c'était avec l'aide des artistes de pouvoir aller à la rencontre d'un public un peu plus large que notre public habituel en tant que chercheur, qui est souvent un public très spécialisé, très scientifique. Et sur les thématiques du changement climatique, on sait bien que ça ne suffit plus, quoi. Il faut aller plus loin. Eiko, tu veux peut-être… Oui, je peux peut-être ajouter quelque chose. C'est que peut-être je me présente très rapidement parce que je suis donc fondateur du collectif Un euro ne fait pas le printemps et je fais beaucoup de spectacles autour de la science qui prennent, non pas illustrent la science, mais où la démarche scientifique est inhérente au travail d'écriture. Et depuis très longtemps, je m'associe avec des chercheurs ou des laboratoires pour écrire des spectacles. Certains connaissent peut-être le Safari ici, où le docteur Ashby est mort des crêpes de la genèse à l'ingestion, donc un spectacle en 2002 et qui a beaucoup tourné en toute la France. Et tout ça, ça a été créé avec l'apport de laboratoires de recherche. Et ça, dans l'historique, c'est que quand j'étais petit ou jeune adulte, je voulais être chercheur. Et en fait, finalement, la vie a fait que ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Et c'est comme si je rattrapais un petit peu ce que je n'ai pas choisi de faire. Et puis, finalement, l'art, j'ai découvert dans les années 90 que l'art est un formidable outil d'exploration de mondes inconnus, comme un vaisseau avec lequel on peut voyager dans les laboratoires de recherche, des accélérateurs de particules. Je veux beaucoup travailler dans des parcs animaliers, même chez les planétologues. Et là, donc voilà, on est à l'IGE, on a aussi d'autres résidences en cours. Effectivement, cette résidence qui dure 1 an, c'est une des résidences, je dirais, si ce n'est pas la plus heureuse, la plus excitante, qui a été ficelée par une personne qui est dans notre CA, qui connaît Céline. Donc, on a fait 1 rendez-vous, 2 rendez-vous. Et très vite, on s'est aperçu qu'on avait des choses à se dire, à échanger. On avait quasiment aussi besoin l'un de l'autre pour avancer dans nos démarches respectives. Et puis, ça a été plusieurs semaines de résidence pendant lesquelles on peut vraiment dire que ce sont des très belles rencontres qu'on fait avec les chercheurs. On apprend beaucoup de choses et puis voilà, c'est un peu l'historique. Donc, elle va encore durer 1 mois et demi. Mais ça m'étonnerait qu'on ne va plus mettre le pied à l'IGE parce que des fois, il m'arrive que voilà, j'y vais, puis je me pose et j'écris en dehors du cadre défini de la résidence. Et justement, donc sur ce cadre et sur cette résidence, il y a des travaux, des spectacles, des formes qui sont nés. J'ai quelques titres qui m'ont interpellée: Les clairières de l'autre, Grenoble 2222,
un conte Alors, sur l'histoire d'un glacier. Peut-être pouvez-vous nous en dire plus? oui, je veux dire des choses, c'est que là, il y a plusieurs créations qui ne sont pas encore sorties, qui ne sont pas finies, parce qu'on est en train de les créer avec l'apport du laboratoire, qui nous donne l'espace rencontre pour le faire, nous donne le public, les espaces physiques et aussi nous aide à financer cette résidence. Ça, c'est important parce que voilà, on a tout vraiment un terrain de création. Donc, on a aussi l'apport de l'université directement via 2 espaces qui sont la Massy et Maison de la création de l'innovation, qui a ouvert il y a 1 an, et le Théâtre Est, qui regroupe donc les plusieurs services culturels de la fac. Donc, ce monde-là nous soutient. Et donc, du coup, comment dire, ce terrain très favorable, on peut créer donc très librement. Donc, on a 3 créations en cours. Donc, il y a le conte du glacier, c'est Laurence Druon, c'est l'artiste associé. On est 4 en tout, qui, en rencontrant les glaciologues, a imaginé un conte qui raconte en fait la vie, la durée de vie, la mort, enfin, ou l'évolution des glaciers et comment la glace circule à la surface de la planète. On a une autre avec elle, je fais à 2 une création qui s'appelle 2222. Alors, pas que Grenoble, parce qu'on a fait à Mince récemment. On se situe dans 200 ans et on regarde notre présent à travers le regard du futur. C'est-à-dire, on sait du laboratoire qu'il peut y avoir un tel réchauffement climatique, le monde se sera transformé profondément d'ici 200 ans. Mais l'homme a survécu à tous ces bouleversements et va finalement nous montrer à des spectateurs, comme une visite de musée, comment était le monde il y a 200 ans. Et donc, avec une reconstitution parfaite du monde d'il y a 200 ans, le climat, les vêtements, même le genrage, c'est-à-dire qu'il y avait les femmes avaient telle apparence, les hommes une telle autre. Voilà, on invente pas mal de choses, mais ça s'appuie sur les labos de recherche et ce qu'on peut y puiser comme information. Dernière création, c'est Claire et de l'autre, Yves Béal et Frédéric Maillot qui sont des poètes et qui mettent en place un dispositif artistique qui permet de mettre en scène ce que des chercheurs ou du personnel administratif, c'est pas que des chercheurs, ont à dire au public de façon poétique, décalée. Donc on assiste à la mise en scène, on les aide à écrire leurs textes et ça finira en déambulation à la Bastille le 14 octobre aux alentours de 21h, où le public va déambuler et assister à 5 minutes, pas plus, d'une présence artistique mise en place par un chercheur et nous. Et donc, c'est vraiment comme si on met tous les projecteurs sur un chercheur et qu'il trouve aussi sa façon de s'exprimer, ce qu'on a à dire au monde. Voilà. Petite question, Céline, est-ce que vous êtes un de ces chercheurs qui va participer ou Surprise. pas? Alors, en tout cas, sans dévoiler précisément sur ce spectacle-là, je voulais savoir, vous, en tant que chercheuse, en tant que co-directrice d'Ouranos, donc la plateforme qui a rendu cette résidence possible, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, ce genre de résidence, le contact avec des artistes en général? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas directement rattachée au laboratoire dans lequel a lieu la résidence, puisque je fais partie du laboratoire de sciences sociales, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le laboratoire Pacte. Mais ça fait plusieurs années que je travaille et que l'IGE m'accueille pour pouvoir construire des projets interdisciplinaires ensemble et les mener à bien. Et là, ça nous est apparu notamment au travers de cette plateforme Ouranos qui cherche un petit peu justement à faciliter ce transfert des connaissances, des résultats de recherche qui sont réalisés au sein des laboratoires. Alors l'IGE, mais pas seulement, hein, c'est aussi tous les laboratoires de la place grenobloise et tous les établissements de recherche de la place grenobloise, que ce transfert puisse se faire vers un public plus large ou un autre public spécialisé qui peut être le public des élus, des agents de collectivité qui se posent des questions et qui sont en recherche de solutions pour réagir, répondre à ces changements climatiques et aux effets de ces changements climatiques sur leur territoire.
Donc ça nous apporte énormément parce que finalement, ça fait plusieurs années maintenant que des chercheurs travaillent sur cette question du changement climatique, que jusqu'à présent on a beaucoup utilisé nos médias habituels qui passent par voilà, des revues scientifiques, certains sont représentants au sein des groupes du GIEC, etc. Mais on se rend compte que finalement, pour apporter réellement des connaissances utiles sur les territoires réellement, pour des acteurs des territoires ou auprès de la population elle-même, très peu sont ceux qui, au sein de la population, vont aller lire les rapports du GIEC. Donc, il faut aussi qu'on soit capable de communiquer avec ces différents publics autrement. Mais on a une difficulté à communiquer autrement. On n'a pas appris à faire, en fait. Nous, on sait communiquer d'une certaine façon. Et du coup, ce travail avec les artistes, c'est ce qu'on a cherché à pousser au niveau d'Ouranos, qui cherche justement à faire ce lien. C'était justement d'apprendre auprès d'eux à communiquer autrement et du coup d'aller chercher aussi en nous-mêmes ces autres façons de faire, ces potentiels artistiques quelque part qu'on avait planqués quelque part. Et c'est aussi très enrichissant parce que finalement on se rend compte que ces potentiels artistiques, on les avait mis de côté dans nos sphères professionnelles et on se rend compte qu'en fait on peut les mobiliser là aussi pour un résultat plus large en fait, pour une diffusion des résultats beaucoup plus large. Donc beaucoup de positifs dans cette collaboration et comme disait Eiko tout à l'heure, je pense que la résidence se termine bientôt, mais notre collaboration ne va pas s'arrêter là, je pense. Non. Mais Eiko, j'ai la question peut-être un peu parallèle parce que vous nous avez dit que vous avez l'habitude de travailler en tant qu'artiste sur des thématiques scientifiques et que c'est enfin, ça vous anime depuis longtemps, le rapport aux sciences. Là, les thématiques abordées sont parfois angoissantes ou vertigineuses. On parle du climat, on parle de réchauffement climatique. Je voulais savoir ce que ça vous avait inspiré. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui est passé en vous pendant cette résidence? C'est alors malgré la difficulté, la dureté du thème, parce que c'est une thématique qui vraiment existentielle, c'est que nous pouvons ne plus être d'ici quelques décennies en tant qu'espèce animale et on peut amener dans le gouffre la plupart des vertébrés en fait. Quand on dresse les tableaux noirs de la façon dont le monde peut finir, il y en a peut-être 30 tableaux différents de fin de monde possibles dont on ne soupçonne même pas l'existence, comme une éruption solaire qui pourrait effacer toute connaissance, toute la mémoire informatique, etc. Alors du coup, en même temps, curieusement, c'est très joyeux parce que nous devons traiter d'un thème qui est la fin du monde, mais l'humanité a toujours été face à ces questionnements-là depuis son existence, et toujours figuré une fin de monde, sauf que là, cette fin de monde est probable, possible et palpable. Et la grande difficulté que nous avons, c'est comment traiter la culpabilité là-dedans. Parce qu'à partir du moment que dans un spectacle, on culpabilise, qui que ce soit, c'est mort. On perd le public et c'est normal. Et en fait, des chercheurs nous ont donné en fait des pistes. C'est des vrais questionnements que je me suis posé quand j'avais 20 ans, que la génération de mes enfants se pose aussi de façon des fois assez virulente. Pourquoi exister alors qu'on est en train de détruire notre environnement? Ce sont des questions très très dures, très difficiles à traiter. Et effectivement, c'est comme une quête en fait. C'est qu'on a rencontré une chercheuse, Catherine, qui nous disait mais est-ce qu'on est vraiment coupable? C'était la question. Est-ce que nous sommes coupables? Est-ce qu'on peut nous accuser de détruire en fait l'environnement et d'augmenter la température? Et en fait, elle disait, mais c'est pas si simple, c'est que pour nous, dans notre civilisation, à travers tout un tas de faits historiques, comme le siècle des Lumières, même dans la Bible, il y a des traces qui font que, pour nous, dans notre civilisation, il y a des êtres qui n'ont pas... Nous, on a des âmes, mais pas les arbres. Ou d'autres espèces, d'autres animaux ne sont pas habités comme nous le sommes. C'est d'ailleurs marqué dans pas mal de textes bibliques. Je ne sais pas si les autres écrits sont comme ça.
Et elle disait, mais à partir du moment où les choses ne sont pas habitées pour nous, bah, on peut les détruire. À partir du moment comme en Afrique, chaque chose est habitée, animée, ou a même une âme. Je ne vais pas discuter ce que c'est ou ce que ça, on peut aussi imaginer. On ne peut pas les détruire. Ou très difficilement, ou bien il faut le ritualiser. Et ça nous a donné une piste qui est intéressante parce qu'on s'est dit, à partir du moment qu'on donne une considération à ce qui nous entoure, les êtres vivants, en les regardant, en les contemplant, en les poétisant, en leur donnant une autre place, peut-être il y a un espoir justement à mettre en place un mécanisme qui fait qu'on fait beaucoup plus attention à ce qui nous entoure. C'est pas forcément forcément l'idée de retrouver le lien avec la nature, évidemment, mais la considérer comme faisant partie de nous, de moi-même, en fait. On peut pas, voilà, il est difficile pour nous de faire du mal à quelqu'un qui nous est proche. Voilà, c'est ces pistes-là qu'on est en train d'explorer par l'écrit, la poésie. Pour l'instant, on n'a pas encore conclu, mais c'est pour voir les questions qui nous animent actuellement, c'en est une. Et là, les chercheurs nous donnent vraiment des directions qu'on prend, des fois on les laisse, on abandonne. Puis on va vers ailleurs. Et puis on montre régulièrement aussi où on en est dans notre écriture. Et hop, on a des retours et ça s'enrichit mutuellement. Donc on est vraiment dans un truc où mutuellement on s'enrichit vraiment mutuellement, on s'appuie l'un sur l'autre et on espère qu'on pourra, malgré les difficultés Covid, pouvoir sortir quelque chose qu'on fera ensuite tourner dans le milieu scolaire, universitaire, des musées, peut-être aussi des théâtres. Si je peux juste Oui, bien sûr. compléter, en fait, même si on n'est pas sur cette idée d'effondrement dont parlait Eiko au tout début, même si on n'est pas dans cette perspective-là, il est sûr que ce à quoi on assiste à l'heure actuelle, c'est une modification profonde des références, des modèles que l'on a pris jusqu'à présent, et y compris des modèles philosophiques, comme le disait Eiko, c'est-à-dire que notre façon de penser le monde, elle repose sur des postulats philosophiques qui ne sont pas partagés de manière universelle. Hein. Il y a d'autres postulats qui peuvent être pris en compte, et notamment dans ce lien à la nature, dans cette différenciation entre culture et nature, et y compris à l'intérieur, chez nos philosophes, on a des gens qui remettent ça en question. Et du coup, ce travail avec les artistes nous aide aussi en retour, nous, à re-questionner ces liens et la façon dont on les aborde, parce que ce qui nous renvoie avec leur façon de l'appréhender artistique, nous interroge en fait. Donc, c'est vraiment positif à double sens comme collaboration. Super. Bah, ça peut nous inspirer, nous aussi, dans notre métier qui est très proche de la médiation, de la vulgarisation scientifique. Voilà, je note ce travail autour de la culpabilité, de la poétisation, de certains thèmes peut-être qu'on avait tous traités de manière peut-être un peu trop technocentrée, un peu trop science-centrée pendant un temps, et maintenant il faut y rajouter voilà, un peu, cette petite folie ou cette poétisation que vous amenez en tant qu'artiste et qu'on peut amener aussi en tant que chercheur ou médiateur. Mais justement, je voulais savoir, bon là vous nous avez décrit pas mal de spectacles ou de travaux en cours. Je voulais savoir plus largement si ces travaux entre art et science, si c'est quelque chose que vous voulez, si vous avez déjà d'autres pistes, d'autres travaux, juste en réflexion, même si c'est pas encore démarré, dans les mois qui viennent, ou bien d'autres formes du côté de la recherche, d'autres formes pour partager vos recherches et votre savoir qui seraient peut-être pas de l'art, mais voilà, d'autres types de formes. Alors, en ce moment, on est sur beaucoup de créations en même temps. On en a une. Donc, personnellement, je vais travailler aussi sur une façon de poétiser l'espace. Donc, ça, c'est un grand questionnement. C'est-à-dire la question qui m'anime depuis j'ai 4 ans et demi, c'est de quoi est fait le monde. Et est-ce qu'il y a un monde derrière le monde? Et si on pourrait le voir, il ressemblerait à quoi?
Et du coup, je suis en train de travailler là-dessus. On travaille aussi avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer dans un lieu qui les accueille. Et là aussi, on touche à des choses extrêmement sensibles et profondes, très humaines, et, enfin, très proches de l'humanité. Et c'est vraiment ce qui nous anime. Après, notre façon de créer des spectacles ressemble beaucoup à l'aborescence du vivant. C'est-à-dire, il y a pu avoir une forme de spectacle qui va en générer deux autres. Il y en a un qui meurt parce qu'il ne tourne pas ou il ne trouve pas son public. L'autre va continuer à exister, il va générer deux autres formes. Des fois, on choisit, on décide de créer quelque chose, mais hop, non, il n'en a rien. Et c'est trop difficile à tourner, par exemple. Notamment quand il s'agit de tourner quelque chose dans une salle de spectacle. Nous, ce n'est pas forcément notre réseau. Nous, on est vraiment dans les quartiers, les écoles, les musées, les universités. On travaille avec d'autres universités et le public, on va vers le public. Et le public vient pas forcément nous voir. C'est ça la différence. Et du coup, dans ce sens, on a beaucoup d'autres projets qui naissent en permanence. C'est vraiment comme quand on prend des petits pois, on les met dans de la ouate, on donne un peu d'eau, certains poussent et d'autres vont pas pousser, ou moins vite, et puis il y en a qui vont survivre et qui vont germer, d'autres qui vont se faire bouffer par les limaces. Enfin, c'est un peu le même principe en fait. C'est très la façon dont on crée les spectacles, c'est un petit peu ça. Ouais. Je vais juste devoir brancher la prise, pardon. Pas de problème. Et Céline, côté Ouranos ou même votre labo, Pacte, d'autres projets? Alors, le laboratoire Pacte travaille beaucoup sur cette thématique art-science, sur différentes thématiques que je ne vais pas lister là toutes. Il y a des tas d'informations qui sont disponibles sur le site internet du laboratoire Pacte, si ça intéresse, sur ce volet-là. Du côté d'Ouranos, oui, on a d'autres collaborations avec des artistes dans d'autres projets, notamment dans le cadre d'un projet européen, le projet Alcotra, qui s'appelle Artaclim. On travaille toujours sur cette question du changement climatique, mais sur ses effets en moyenne montagne. Et on a une collaboration avec plusieurs artistes, dont un artiste qui est un acteur, un comédien et un créateur de jeux. Et on a développé avec lui un jeu collaboratif pour aborder cette question du changement climatique et des solutions possibles localement en région de montagne concernant les effets, les solutions possibles envers les effets du changement climatique. Donc ce jeu, il s'appelle Ça chauffe dans les Alpes, et il sera proposé également en parallèle. Donc le spectacle déambulatoire dont parlait Ico tout à l'heure, 2222, sera proposé. Donc on a un colloque, là on organise un colloque entre le 13 et le 15 octobre à Grenoble, sur le campus à la Massy. Et en parallèle de ce colloque qui va réunir des chercheurs et des acteurs de territoire, il y aura une après-midi et une soirée qui sera ouverte au grand public, avec proposition justement de ce spectacle déambulatoire 2222. Et en parallèle de ça, ce jeu collaboratif, Ça chauffe dans les Alpes, qui sera proposé à tous les gens qui voudront bien participer. Donc, si ça intéresse, il y a possibilité de s'inscrire il suffit de taper colloque adaptation au changement climatique Grenoble et vous allez arriver sur un endroit où vous pouvez vous inscrire pour participer à ces après-midi grand public. Par ailleurs, on a également des collaborations dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Trajectories, avec un photographe qui s'est proposé d'aller photographier le changement climatique et qui propose du coup une expo qui est déjà ouverte puisque elle a commencé attendez, je retrouve ma date, le 16 septembre, voilà, et elle a lieu jusqu'au 21 novembre. Donc, la caractéristique de cette exposition, c'est qu'elle mêle à la fois les images que lui a créées, que lui a produites, et puis des données scientifiques qui viennent un petit peu appuyer ce qu'il cherche à raconter dans ces images-là. Donc là, pareil, n'hésitez pas à y aller.
Et donc, il y a d'autres projets également qui sont en perspective, dont on a un peu l'idée, mais qui sont encore flous. Mais voilà, pour ceux qui sont vraiment engagés et qui ont une réalisation prochaine, c'est principalement ces trois-là, quoi. Voilà. Ok, bah, je mettrai les liens de toute manière en description de la vidéo et puis dans Super, l'article Écosciences pour que tout le monde s'y retrouve. très bien, parfait. Bah, Merci beaucoup. écoutez, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vous remercie beaucoup, Céline et Eco, pour cet échange. Je vous félicite pour ces initiatives qu'on a hâte de voir et puis de suivre. Peut-être, de toute façon, on vous reverra, je pense, pour d'autres articles ou podcasts ou vidéos pour en savoir plus. Avec grand plaisir. Merci à vous Merci beaucoup. pour ce relais. Et à très bientôt. À très À bientôt. très bientôt.